Quels sont les défis qui persistent même après le conflit? Ça c'est très important. Il y a un adage qui dit, que nous connaissons nous tous, qui dit que si vous voulez la paix, préparez la guerre. Et cet adage continue à fonctionner dans les têtes des gens, même après les différentes négociations et accords. Mais je pense que nous sommes ici pour dire que si vous voulez la paix, préparez la paix. Je pense que nous sommes ici pour ça. Comment préparer la paix et la pérenniser dans une situation où il y a eu un conflit. Le conflit est inhérent dans toutes les sociétés. Mais quand il devient violent, c'est qu'il y a eu absence de dialogue. Cela est vrai dans la famille, cela est vrai aussi dans les États. Et il me semble que dans des questions de conflit, nous devons revenir à ce que le professeur disait. Quelle est l'histoire de ce conflit X ou Y? Quelle a été la cause de ce conflit X ou Y? Quelles ont été les conséquences de ce conflit X ou Y? Parce que souvent, pendant le conflit qui a duré longtemps, l'ambassadeur Ngoga l'a dit, tout le monde devient presque fou, mais personne ne veut le croire ou le savoir. Dans une situation comme la nôtre qui est au Burundi, les neurones, vous savez, les neurones c'est le moteur de la vie parce que c'est ça qui fait le cerveau. Le cerveau est imbibé de beaucoup de connaissances et quelquefois de fausses connaissances. La logique dans le conflit, c'est que c'est souvent causé par les narratives. Comment est-ce que nous décrivons notre propre histoire? Je voudrais procéder par une question très simple. Dans cette salle, qui est noir? Qui est noir? Qui est blanc? Vous voyez? Mais combien de narratives qui nous font croire qu'il y a une personne blanche et une personne noire? Je pense à quelqu'un porte un tricot noir. On n'a jamais vu quelqu'un qui ressemble à ce tricot noir. On n'a jamais vu quelqu'un qui ressemble à ce qui est sur la table. Mais regardez comment le monde continue à croire dans ces narratives. Ces narratives sont des déterminants de tous les conflits. Et ces narratives sont souvent accompagnées par des clichés qui deviennent comme des actes de foi. Les tels sont comme ça, les autres sont comme ça. Cette histoire a trop généré les conflits dans les grands lacs que tout le monde devrait se regarder et se dire, est-ce que ce narratif que je vis est vrai? Pourquoi ça persiste souvent après le conflit? On sort de la guerre de plusieurs moyens, mais c'est souvent deux. Il y a un gagnant et il y a un perdant. Ou bien, il y a des négociations, il y a des accords, et on pense que tout le monde a gagné, mais à la fin, il y aura un gagnant. Ça veut dire que la guerre ne finit jamais. On se dit que j'ai scellé l'accord d'Arusha, nous avons tous signé, mais tout le monde après l'accord d'Arusha cherche à gagner. Et en cherchant à gagner, la logique et la motivation, c'est l'élimination de l'autre que je continue à définir comme mon ennemi. Ça veut dire que au moment où les gens se mettent ensemble pour former les accords, personne ne croit dans l'autre. Or, comme disait Jean-Paul Sartre, s'il y a une chose qui est mauvaise dans le processus de vivre ensemble, c'est la mauvaise foi. Et souvent, on conclut des accords avec de mauvaise foi. Et quelquefois, j'aime souvent dire, le contenu des différents accords, c'est comme une Bible sans croyant. Une Bible sans croyant n'est plus une Bible. Parce que la Bible existe parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est ressuscité. Mais vous avez un texte dans lequel, en fait, personne ne croit, mais qui est là, qui a été signé par les différents partenaires en témoin, avec le témoin de tout un groupe. Mais au fond, parmi tous ces acteurs, personne ne croit dans ce texte, mais continue à croire dans la victoire qu'il n'a pas eue. Voilà ce qui cause souvent problème et qui persiste.
L'autre chose que nous devons concevoir, c'est que ventre affamé n'a point d'oreille. Et souvent, les solutions politiquement formulées ne correspondent pas à la réalité sociale des pays dans lesquels nous vivons. Combien d'accords ont été à Kinshasa? Combien d'accords ont été à RDC? L'accord ici, mais les gens oublient, l'accord au Rwanda, il a existé. On peut se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas après avoir signé l'accord? C'est ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas foi dans ce qu'on a signé. Ça veut dire on n'a pas d'engagement. Et finalement, le conflit persiste et devient latent, se transforme en une autre forme de conflit sociopolitique qui n'est pas exprimé de cette manière parce que les narratives ne finissent pas. On continue à narrer ce qu'on a narré avant le conflit et pendant le conflit et après le même conflit. Après le conflit, après l'accord d'Arusha, ce n'est pas moins évident que le Hutu du Burundi va continuer à dire que les Tutsis nous ont dirigés. Mais est-ce que c'est vrai? Vous croyez que les Tutsis ont dirigé ce pays ou que les Hutus dirigent ce pays? Il n'y a que des individus qui gouvernent ce pays et qui doivent être comptables de ce qui est en train de se passer. Mais moi, assis ici, il ne faut pas que je sois comptable puisque je ne participe pas. Moi aussi, Hutu, comme on dit, comme les Blancs l'ont voulu. Mais je ne participe pas. Oui, parce que ça n'a pas de sens, ces identités que nous portons au Burundi comme au Rwanda, puisqu'on parle la même langue. Donc, je pense qu'il y a des sociologues, le sociologue est là, il sait ce que ça veut dire l'ethnie. Souvent, j'ai honte quand quelqu'un me pose la question, quelle est ton ethnie? Je dis, mais qu'est-ce que je veux dire? Une fois, nous étions au Cameroun chez eux à l'université, ils nous voyaient parler la même langue, tout aussi ensemble, et puis ils nous posent la question, ce que vous parlez, c'est le Hutu, c'est le Tutsi. On avait tous honte. Voilà des guerres, des conflits qui ont été bâtis sur les mensonges, d'où la création des émotions. Et les émotions se transforment en deux manières. Il y a des émotions négatives et des émotions positives. Et c'est rare que la transformation du conflit, au moment de la paix, se transforme en... I mean, after the conflict, the fact is that we need somebody who's bringing me money, who's increasing my economy, who is increasing the life of my family. Don't bring me the song of social identity that is not giving me food and not even drink. So that's where we have to move, that's where we have to go. C'est là où nous devons aller. Et finalement, comme nous sommes dans la pleine session qui concerne Nyerere, c'est how do we build our nations? How do we build our common sense of belonging? How do we build our common sense of humanity? How do I carry to my brother, to my neighbor, without considering my social identity? How can I feel that quand je suis blessé, quand je suis malade, le voisin viendra me voir? En Kivu, nous disons, il y a un adage qui dit, my neighbor is my own family. So, on doit se mouvoir de ces identités négatives à la reconstruction des identités positives. Et à la fin, je voudrais finir mon propos en disant ceci. Le dialogue social permanent, pas des réunions. Le vivre ensemble veut dire raconter les histoires négatives vécues ensemble et puis comprendre que ma souffrance, c'est ta souffrance. Nous avons souffert ensemble. Dis plus jamais ça, construisons notre nation ensemble. Je suis orphelin de 72. On a tué mon papa en 72. Mais ça m'importe peu de savoir qui l'a tué personnellement. Pas je ne gagnerai rien. Ce qui m'importe, c'est d'être un leader de la paix pour qu'aucun Burundais ou aucune Burundaise ne tombe pas dans la misère dans laquelle je suis tombé en perdant mon papa à bas âge.
après le conflit, nous devons éviter une chose qui est très importante, la vengeance. Parce que la vengeance devient un cycle. Si on a tué mon papa, je prends le papa, donc d'abord je ne sais pas qui c'est que la personne est tuée et la personne qui a tué le papa. Parce que même, vous savez, même dans la loi d'Italion, vous savez la loi d'Italion, c'est que si quelqu'un a tué ton cousin, tu ne tues pas son neveu. Tu tues son cousin. Tu ne vas pas tuer son frère. Il faut tuer le cousin, il faut chercher le cousin. Il ne faut pas chercher le papa ou la sœur. De même, la loi d'Italion ne peut pas fonctionner en esprit de vengeance parce que la personne à qui tu t'es tenté de se venger, il n'est pas l'auteur de ta souffrance. Ma deuxième conclusion, c'est comment est-ce que nous évitons d'instrumentaliser nos propres identités. Ma troisième, c'est que comment les victimes transforment leur état de victime en une vie positive pour reconstruire la vie. Je vous remercie.